Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier sincèrement Michel Lorrain et Georges Cubot de m'avoir proposé, de m'avoir demandé de faire cette histoire de l'équipe des formations squelettiques. Je pense qu'ils m'ont demandé ça parce qu'après Armand, je suis le plus ancien dans cette équipe qui s'est consacrée à l'étude des os de vertébrés. Alors, c'est pas facile de faire un résumé d'une cinquantaine d'années d'activité, dans la mesure où on n'a pas toujours des documents, de la même façon que pour faire n'importe quelle synthèse scientifique. Bon, il suffit de se référer aux travaux publiés et on peut, de cette façon-là, faire quelque chose d'assez pointu. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut faire travailler la mémoire, la mienne, et puis celle des copains, des copines, qu'il m'a fallu interviewer pour pouvoir préciser des dates, vérifier un certain nombre de points. Et d'avance, je m'excuse s'il y a des petites erreurs. J'espère que ceux qui trouveront des erreurs me les indiqueront. D'autre part, nous avons vu dans l'équipe beaucoup de gens d'un peu partout. Je ne peux pas citer tout le monde, donc ceux qui ne se verraient pas cités soit oralement, soit sur les diapos, voudront bien m'excuser. C'est dans le temps qui m'est donné. 30 minutes, c'est à la fois long et c'est en même temps très court. Voilà. Alors, donc, l'équipe des formations squelettiques, eh bien, son histoire, on va la commencer tout simplement après la dernière guerre mondiale. 2010 moins 50, ça doit faire dans les 1960, n'est-ce pas? Donc on commence un petit peu avant, vous allez voir, je vais même aller beaucoup plus loin dans le passé. Alors, juste après la guerre, donc, sur le campus... on n'est pas encore au campus. À la faculté des sciences de la Sorbonne, il y avait deux chaires. La chaire d'anatomie et d'histologie comparée, dirigée par le professeur Marcel Prenant, et la chaire de zoologie, dirigée par Georges Tessier. En fait, ces deux chaires sont les lointaines héritières de deux autres chaires qui ont été créées au début du XIXe siècle avec le développement et la création des universités, de l'Université de Paris, sous le titre commun Zoologie, Anatomie, Physiologie comparée. Alors, elles étaient occupées par deux noms illustres que vous connaissez tous, Georges Cuvier et Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Je vous signale au passage que le cumul des activités à cette époque-là était fréquent, puisque ces mêmes personnages avaient des chaires au Muséum national d'histoire naturelle, et je ne sais pas trop s'il n'y en avait pas un, d'ailleurs, qui était au Collège de France, par-dessus le marché. Hein, voilà. Donc, à cette époque-là, les gens étaient célèbres, et ils occupaient, et ils avaient effectivement des activités extrêmement riches et extrêmement variées, sans oublier les activités politiques de Georges Cuvier, par exemple. Bon, ça, c'est une autre question. Alors, après plusieurs décennies et diverses appellations consécutives au développement des sciences, ces deux chaires de zoologie, anatomie et physiologie comparée deviennent chaires de zoologie, d'une part, et anatomie et physiologie comparée, d'autre part, en 1937, quand Marcel Prenant prend son poste de professeur à la Sorbonne. Alors, je suis obligé de vraiment commencer mon exposé avec Marcel Prenant, car toute la suite découle de ce grand personnage. L'un des grands mérites de Marcel Prenant, après la dernière guerre, c'est-à-dire à la reprise des activités scientifiques, c'est d'avoir développé, après une première tentative avant-guerre de ses collègues Wintrebert et Parra, il a développé un enseignement des techniques histologiques à l'image de ce que son père, Auguste Prenant, avait initié à la faculté de médecine et dont ont profité de nombreux chercheurs formés. Ça fait référence à l'enseignement créé par Marcel Prenant.
Donc Armand fait partie de ces chercheurs, Jean fait partie aussi, Louise Hilberbert qui est dans la salle en fait partie aussi, il y en a eu beaucoup d'autres, il y en a eu de très très nombreux, et entre autres, la plupart des chercheurs qui ont travaillé dans l'équipe des formations squelettiques, tout au moins dans ce qui a servi de son noyau, sont tous passés par cet enseignement spécialisé des techniques histologiques. L'enseignement qui avait été donc créé par Auguste Prenant, c'est à la belle époque du développement de l'histologie, c'est-à-dire au XIXe siècle, deuxième moitié du XIXe siècle. Alors, dès le début des années 60, la faculté des sciences quitte la Sorbonne, quitte les locaux de la Sorbonne, petit à petit, ça ne s'est pas fait comme ça tout d'un coup, ça a duré bien sûr une dizaine d'années. Elle arrive à la Halle aux Vins, chez les Pinardier, voilà, donc une photo de la Halle aux Vins à la fin des années 50. Le laboratoire d'anatomie comparée d'histologie, le laboratoire d'anatomie d'histologie comparée, dirigé par Marcel Prenant, vient s'installer 7 quai Saint-Bernard, le long de la Seine. Bon, les Pinardier sont partis, et vous avez ici une vue des toits du campus Jussieu, avec quelques images que vous reconnaissez du Paris touristique. Au 7 quai Saint-Bernard, le laboratoire d'anatomie d'histologie comparée occupe 2 étages, le 2e et le 3e. Marcel Prenant en est donc le directeur, ici croqué par Loskos, qui était le dessinateur, le grand dessinateur du laboratoire dans les années 60-70. Il n'y a pas d'organisation particulière de la recherche scientifique en équipe. Il y a des thématiques, il y a une technique, l'histologie. Il y a des modèles vivants, très nombreux, vertébrés, invertébrés. On y fait de l'anatomie microscopique. Malgré tout, donc pas de structuration en équipe de recherche, et chaque chercheur a son sujet de recherche. L'outil principal reste l'histologie topographique, avec ses applications histochimiques qui font partie des, si vous voulez, des grandes activités scientifiques de ce laboratoire au cours des années 50-60. En 1965, Marcel Prenant prend sa retraite. Le laboratoire est coupé en 2. Charles de Villers prend la direction du laboratoire d'anatomie comparée qui s'installe au 2e étage. Vous l'avez ici en train de faire non pas un exposé, mais au contraire un petit discours à l'occasion d'un pot de thèse, ou je ne sais trop, enfin disons à propos d'un pot convivial. Et puis le 2e laboratoire, c'est celui de cytologie qui occupe le 3e étage et qui est dirigé par René Couteau, l'homme célèbre de la jonction neuromusculaire. Dans le laboratoire d'anatomie comparée, il y a 3 professeurs. En 1966, Charles de Villers, Yves-François Roland Beauchot. On va changer la structure et le mode de fonctionnement de la recherche. Les 3 professeurs créent 5 équipes. Donc vous avez la biologie de développement des vertébrés, dirigée par Charles de Villers, l'équipe des tissus squelettiques des vertébrés, dirigée par Yves-François, celle qui s'occupe du système nerveux des vertébrés, dirigée par Roland Beauchot, les processus de sclérotinisation chez les invertébrés dirigés par Jean Vauvel, et les mécanismes de perforation des coquilles chez les gastéropodes dirigés par Monique Chetaille. À l'époque, la recherche est financée par l'université, par le ministère donc de l'Éducation nationale, c'est son titre à cette époque-là. Et puis alors, les tissus squelettiques, parmi cet ensemble de 5 équipes, eh bien, elle était connue comme étant l'équipe des durs. Les durs, parce qu'on travaille sur le matériel dur, par opposition à ceux qui travaillent sur le mou, le cerveau. Il y en a qui ont même voulu dire qu'on était dur en affaires. Je crois que c'était un petit peu outrepassé le comportement vis-à-vis des autres membres du laboratoire. Alors, une constante importante, c'est, disons, l'étroite liaison qui a toujours été maintenue entre l'enseignement et la recherche parmi les enseignants-chercheurs qui travaillaient dans ces 5 équipes. Une petite particularité aussi, l'équipe d'Yves-François. Pour ce qui concerne la recherche, notre patron nous laissait la possibilité d'un petit jardin secret. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Armand, c'était les libellules. Moi, c'était les poissons d'Amérique du Sud. Et ce qui permettait cette possibilité, ça donnait, je crois,
une ouverture, disons, intéressante et importante à chacun d'entre nous. Il avait vraiment son petit domaine où les autres ne mettaient pas leur nez. Alors, l'équipe des formations squelettiques, elle s'organise autour de Yves François et d'Armand de Riclès, donc en 65-66. En 67, 2 recrutements, Jacqueline Giraudy et moi-même. Nous avions 2 personnels techniques, Paulette Quéclin à gauche et Yvette Rupeau à droite. En 69, nous recrutons Hélène Francillon à droite et Jacques Castanet à gauche. C'est l'ossature de départ de l'équipe des formations squelettiques. En 75-77, nous avons parmi nous un élément, disons, qui va laisser des traces importantes, Michel Pascal, qui est ingénieur agronome, et qui va faire une thèse de 3e cycle sur le chat arrêt des Kerguelen. Il va appliquer là, d'ailleurs, les techniques de squelettochronologie dont je vais parler tout à l'heure. Nous avons eu aussi le passage de Catherine Bergot, qui s'est spécialisée sur les dents des salmonidés et qui est partie ensuite au laboratoire de Laval-Janté, si je me souviens bien, c'était à Saint-Louis, et qui donc, a travaillé sur le squelette humain. Et Georges Boivin également, qui, après un DEA dans notre laboratoire, a été recruté assez vite à Genève, dans le laboratoire de Charles-Albert Beau. Et quand Georges a soutenu sa thèse, il a réussi à rentrer à l'INSERM dans le laboratoire du professeur Pierre Meunier à Lyon. Alors, la thématique scientifique, il s'agit de l'étude comparative des tissus squelettiques, essentiellement osseux chez les vertébrés, avec dans un premier temps les modèles allant des poissons aux reptiles. Tu pourras remarquer que j'ai mis entre guillemets, des poissons, actuels et fossiles. Donc, il s'agissait de faire de l'ontogénèse, différenciation, croissance, vieillissement, fonction, histoire. Et par la suite, on s'est un peu élargi aux modèles mammifères et oiseaux. Les techniques que nous utilisons à l'époque, l'histologie photonique, ultrastructurale, l'embryologie expérimentale, les élevages en labo, les élevages innaturés, donc les techniques classiques, effectivement, et puis un certain nombre d'autres choses spécifiques des tissus durs minéralisés pour pouvoir les appréhender sans les décalcifier. Il s'agit des lames minces, le marquage vital, la microradiographie qualitative et quantitative, coupe ultra fine de tissus non déminéralisés. Bon, j'en passe, il faut faire court. Alors, mai-juin 1968, ça c'est une période assez difficile. Le Scampus Jussieu disparaît et en 1970, il est remplacé par 2 universités, l'Université Paris 6 Pierre et Marie Curie et l'Université Paris 7 Denis Diderot. Elles sont étroitement imbriquées dans les locaux de Jussieu. Les locaux se sont agrandis. Vous avez vu tout à l'heure la photo du campus, disons, après que les Pinardiers soient partis. Et à cette époque, les personnels doivent opter pour l'une ou l'autre des 2 universités. L'équipe des formations squelettiques passe à Paris 7 et elle reste localisée dans le bâtiment A, au 2e étage, avec une petite annexe au 8e, la salle d'élevage, les salles des machines. Et alors, le 2e étage Paris 7 est une enclave dans un bâtiment totalement Paris 6. Donc, je vous disais tout à l'heure que Michel Pascal était venu passer quelques années chez nous. Il est recruté en 1979 à l'INRA, mais il gardera des contacts étroits pendant au moins une quinzaine d'années encore. 77-79, 3 nouvelles recrues. Louise Hilberberg, qui est chargée de recherche au CNRS, vient nous renforcer avec les recherches ultrastructurales. Vivian de Buffrénil pour une thèse de doctorat. Je crois que je suis sur les varans, Vivian, je ne savais plus si c'était les crocodiles ou les varans. Sera nommé maître de conférence au muséum. Et Jean-Yves Cyr, pour une thèse de doctorat sur les écailles ainsi que l'idée, entrera comme chargé de recherche au CNRS. Eh bien, ces 3 collègues, évidemment, se sont intégrés à l'équipe des formations squelettiques. Vous la voyez ici, c'est Jacques Castanet qui est derrière l'appareil photo. Et puis, voilà Vivian. Nous avons aussi un recrutement absolument fondamental en 1981. Françoise Alizard, qui était technicienne CNRS et qui travaillait dans le laboratoire d'anatomie comparée, eh bien, est affectée à notre équipe parce que nous avons été, disons, associés au CNRS. Je vais vous raconter ça dans un instant. Et Françoise Alizard, donc, c'est la perle des coupes ultra fines de matériel décalcifié, mais également de matériel non décalcifié. Elle est donc affectée à notre équipe.
Alors, notre équipe, c'est quoi? C'est ça, les tissus squelettiques, et pour simplifier, on dira que un os, c'est une boîte noire, it is a black box. Je ne vais pas faire beaucoup d'anglais, mais je pense que ça, c'est important. Une boîte noire, et cette boîte noire que vous avez ici, dès lors que vous êtes capable de décrypter les messages qu'elle renferme, eh bien, ça vous ouvre tout un tas de perspectives, d'applications et de possibilités de dériver, scientifiquement parlant, vers d'autres grandes thématiques scientifiques. Alors, vous en avez tout un ensemble. Chacun d'entre nous a, à titre personnel, dérivé plutôt vers la paléontologie ou vers l'anthropologie ou vers la biologie de développement, ainsi de suite. Chacun a goûté un petit peu de différentes choses. Quelque chose de très important quand même, c'est ça, l'histophysiologie. Vous avez compris, hein, c'est Armand qui a déteint sur les petits copains. Et ça nous a occupé pas mal de temps. Alors, l'étude comparée des tissus squelettiques est au carrefour, donc, de tout un tas d'applications thématiques, et ces applications ont contribué à dynamiser l'équipe et à nous ouvrir de nouvelles voies avec tous les risques que ça comporte, c'est-à-dire de se diversifier et de se perdre dans des tas de choses. Ça nous a un petit peu gênés quand il s'agissait de faire des comptes rendus d'activité où on a intérêt à synthétiser, et ça, c'était toujours quelque chose d'assez délicat. Alors, je voudrais rappeler ici deux grands noms de la biologie des tissus, ceux qui nous ont prêté leur concours. Charles Albert Beau, vous le voyez ici en 1981, qui nous a ouvert, disons, les techniques de microradiographie quantitative, et Melvin Glimcher de Boston, qui nous a initiés eh bien, au mystère des cristaux d'hydroxyapatite et de leur liaison sur le collagène. 82, une année riche et cruciale, 3 thèses d'État, Jacqueline Géraudy, Jacques Castanet et moi-même, départ à la retraite du patron Yves François, et eh bien, en voie de conséquence, Armand Riclès succède à Yves François à la tête de l'équipe. Une remarque fondamentale pour les jeunes qui sont là. En 70-85, il n'y a pas d'ordinateur sur les tables. Et oui, non, mais ça, ils ne se rendent pas compte, ils s'imaginent que l'ordinateur a toujours été un instrument privilégié de la recherche. Ce n'est pas vrai. L'ordinateur arrive chez nous, dans notre labo, en 87-88. Et si je vous racontais la taille des disquettes qu'on utilisait à l'époque et la petite quantité de choses qu'on mettait dessus, il serait fou. Hein. Alors, pour développer nos recherches, il nous faut des moyens financiers supérieurs à ceux octroyés par l'université. Il faut former des jeunes chercheurs, donc nécessité de DEA. Et pour pouvoir faire tout ce que vous avez vu hein, sur une des diapos précédentes, il nous faut des esclaves. Et dans cette période de la fin des années 70 et début des années 80, le meilleur soutien, disons la meilleure piste pour obtenir un soutien financier, c'est le CNRS. Mais, début des années 80, le CNRS aide les grosses équipes. Il faut des équipes avec beaucoup de personnel. Alors ça nous posait un petit problème parce qu'on n'était pas très très nombreux. Toutefois, en 82, nous sommes reconnus jeune équipe, ce qui fait que nous avons eu quand même une aide financière qui nous a permis d'embrayer et de passer à la vitesse supérieure. En même temps, juste l'année précédente, il y a eu la création, structure et fonction dans l'évolution des vertébrés, animée à l'époque par Armand Riclès et Jean-Pierre Gasque et d'autres collègues. Et ce DEA a rencontré tout de suite un franc succès, il répondait à des gros besoins. Nous y avons recruté dans notre équipe nous avons, formé dans le cadre de ces DEA à la recherche Frédéric Lecomte, Marina Alcobendas, Virginie Levrat. Mais à cette époque-là, les recrutements étaient difficiles et aucune de ces 3 personnes n'a malheureusement pu venir nous renforcer comme chercheurs dans notre équipe. Alors, ce DEA est également l'occasion de contacts étroits avec les collègues du laboratoire anatomie comparée du Muséum, qui, eux, travaillaient sur la locomotion des tétrapodes. Alors, le temps passe à une vitesse folle, c'est faramineux. En 85, la jeune équipe s'associe avec celle de Françoise Jouffroy et nous formons une unité associée au CNRS numéro 1137. Alors, vous avez ici les deux équipes. Vous avez à gauche l'équipe de Françoise Jouffroy, qui s'intéresse à la locomotion animale. À droite, l'équipe des formations squelettiques, dirigée par Armand Riclès, qui s'intéresse donc
à l'ontogénèse, à l'évolution du tissu squelettique. Bon, les deux choses ont assez bien pris. Nous avons connu une longue période de coopération entre les deux équipes, nécessitant diplomatie et souplesse pour la gestion des ressources. La gestion des ressources, c'est toujours un gros problème, hein, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, à toutes les échelles, et avec des riches discussions sur les thématiques scientifiques et leur évolution. Alors bien entendu, qui dit équipe associée CRS, tous les 4 ans, il y a le rapport d'activité. Bon, vous avez un exemple d'un rapport, c'est celui qui a été fait à la fin de l'année 92, en prévision du contrat suivant, 93-96, qu'on avait obtenu. Et puis, c'est également une activité un peu dérivée, mais ça, c'est important. Le travail au comité national du CNRS. Françoise Jouffroy a fait un mandat, moi j'en ai fait 2, Jacques Castanet en a fait 1. Et puis, on ne pourra pas, disons, passer sous silence une action extrêmement importante, la création du groupe d'études pratiques de squelettochronologie, le GEPS. Le GEPS, c'était un outil pour former un certain nombre de gens à l'utilisation des marques de croissance. Vous en avez beaucoup entendu parler ce matin déjà de ces marques de croissance. Eh bien, ceci nous a permis de voir défiler chez nous des dizaines de personnes, soit des étudiants, soit des chercheurs chevronnés. Vous avez disons, toute une quantité là. J'aurais pu ajouter Kevin Padian, Jack Horner, que vous avez entendu il y a un instant. Il y en a beaucoup d'autres. Je ne pouvais pas citer tout le monde. Je me suis arrangé pour mettre, voyez, des pays d'un peu partout, la Tunisie, le Portugal, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Espagne, les États-Unis, l'Allemagne, et ainsi de suite. Alors, vive la squelettochronologie, je passe, hein, puisque vous avez eu déjà des démonstrations particulièrement brillantes juste avant mon intervention. Toujours la squelettochronologie, notre première action, disons, fédératrice et ouverture officielle vers les différents utilisateurs potentiels, ça a été une table ronde organisée par la Société zoologique de France en 1979 avec disons un volume d'actes en 80. Et puis le congrès de Bondy en 91 qui a débouché sur un autre ouvrage, Les tissus durs et l'âge individuel des vertébrés, qui avait été co-organisé par Jacques Castanet, Jean-Luc Baglinière de l'INRA, François Conant de l'IRD, Orstom à l'époque, et moi-même, et qui avait débouché donc sur le colloque de Bondy, a été publié en 92. Alors les grandes synthèses de 90, vous en avez vu quelques-unes déjà. Le chapitre 20 sur de Vertebrate Skeletal Tissue, là, sur l'ouvrage de Joseph Carter, donc qui est l'occasion pour nous, dans notre équipe, de faire un travail de synthèse et qui regroupe l'ensemble des actifs de l'équipe. Ensuite, c'est plusieurs interventions dans l'ouvrage édité par Brian Hall sur Bone. Donc, on a fait un chapitre sur la microstructure comparative de l'os avec Armand, Jacques Castanet, Hélène Francillon et moi-même. Un deuxième volume sur les biominéralisations dans le tégument squelettique des vertébrés inférieurs. Et puis enfin, un troisième, alors voilà, sur les méthodes d'estimation d'âge. Et puis alors, comme ça fait toujours du bien de recevoir des compliments, Chapter 9 completes a series of superb chapters produced for this series by the French workers in the équipe de recherche formation squelettique of the University Paris 7. In this chapter, they provide a masterly synthesis of the use of growth marks preserved in bone to age individual organisms, the discipline of squelettochronology. Comme on ne reçoit pas souvent des compliments, j'ai pensé que ça ferait plaisir à beaucoup d'entre nous d'avoir ce petit commentaire délicieux. Les années 90, c'est le début des mutations. Louise Zilberberg est nommé directeur de recherche en 88. 91, je passe, moi, professeur au Muséum national d'histoire naturelle en ichthyologie, tout en gardant un pied dans l'équipe des formations squelettiques. En 96, Armand passe au Collège de France, mais lui aussi, il a toujours son pied dans les formations squelettiques. Jacques Castanet, en 97, est nommé professeur à Paris 6. C'est l'occasion qui permet à l'équipe associée CNRS non plus d'avoir Paris 7 comme tutelle, mais cette fois-ci Paris 6. Jean-Yves Cyr quitte l'équipe pour rejoindre celle d'Hervé Le Guyadère à Paris 6. Et la grande question qui se pose, quid de l'héritage scientifique
En 1995, nous avions intégré Marc Girondeau, mais il s'en va en 2000 à Orsay. Puis il s'occupe d'autre chose que des tissus squelettiques. En 1997, nous avons Alexandra Quillat qui passe une thèse de doctorat. Elle est recrutée à Paris 6, si je me rappelle bien, en 1999. Michel Laurin, que vous avez entendu et qui anime ce colloque, arrive en 1996. Il est recruté en CNRS en 1998. Georges Cubot, le co-animateur de ce colloque, fait un stage postdoctoral dans notre équipe en 98-2000. Il est recruté comme inter au Collège de France en 2000-2003 et devient maître de conférence en 2003 et professeur en 2009. Il faudrait que je cite ici Sidney Delgado, Emmanuel de Margerie, Tiffaine Béal et beaucoup d'autres encore, excusez-moi, ils m'excuseront de les oublier. Les années 2000, c'est le temps des retraites. C'est court, une vie de chercheur. 2001, Louise Hilberberg prend sa retraite et est nommée directeur de recherche émérite. Donc elle continue à travailler. Moi-même, je prends ma retraite en 2004, je suis nommé professeur émérite en ichthyologie au muséum. Je continue à travailler. Hélène Vieillot prend sa retraite en 2006, elle s'arrête. Jacques Castanet prend sa retraite en 2007, mais il s'occupe du Grand Congrès de morphologie, du Grand Congrès international de morphologie en 2008. Depuis, il s'est arrêté. Nos techniciennes, Marie-Madeleine Lotte, qui avait été recrutée en 92-93, prend sa retraite en 2005. Françoise Alizard, dont j'ai déjà parlé, prend sa retraite également en 2005. Vous voyez que c'est des périodes difficiles. Et l'URA 1137 de 1985, qui a changé de plusieurs fois de numéro à cause des réformes, puisque nous sommes soumis dans notre pays à de nombreuses réformes, et elle a terminé, si je ne me trompe pas, en freux. Je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Enfin, c'est jamais bon signe. Et en fait, elle disparaît fin 2008, puisque tous les participants chevronnés sont soit en retraite, soit partis, et le CNRS, il ne va pas aider quand même à travailler des retraités. Ça ne se fait pas, ça. Alors, l'héritage technique et conceptuel est aujourd'hui sous la responsabilité de Vivian de Buffreny, Georges Cubot, Michel Laurin, et de leurs jeunes collaborateurs, mais sans doute aussi dans d'autres laboratoires de l'Hexagone et d'ailleurs. On en a envoyé un peu partout des gens qui connaissent un peu, voire beaucoup, les tissus squelettiques. Et vous allez entendre au cours de ces journées Aurore Canoville, Damien Germain, Alexandra Houssaye, Olivier Lambert, Laetitia Montes, Sophie Sanchez, j'espère que j'ai oublié personne. Vous entendrez ces jeunes chercheuses, ces jeunes chercheurs au cours des sessions de paléohistologie. Donc vous verrez que vous pourrez apprécier la qualité de leur travail, leur dynamisme. Et je dirais pour terminer que l'avenir de l'école d'histologie osseuse française est entre leurs mains. Merci de votre attention. Merci François. Oui, tu es dans les temps là.